José Legault, Émilie Nicolas, Sébastien Bovet, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que M. Legault a réussi à apaiser la mauvaise humeur, la grogne, la frustration, appelez ça comme vous voulez, de son caucus de la région de Québec? On va écouter ensemble quelques extraits avant, après, puis on revient tout de suite. C'est ce qu'on fait. Généralement, quand on ne tient pas nos promesses, on dit aux gens, ben écoute, je vais te le rendre, je t'en dois une. Vous pensez à des nouveaux traversiers, par exemple, des écoles? Plein de projets, j'en ai à voir, à manger. Ben, je pense donc que Gilles ça Laulier prend- va être gagnant au je pense change. que- Je pense que l'ascenseur doit remonter. C'était un peu court en temps de discussion et on s'appelle tous comme caucus, c'est-à-dire la communication entre nous est essentielle. Ça a été vite, mais ça ne met pas en question la décision qui a été prise sur les bases de pragmatisme et de responsabilité. Mais vous auriez aimé être consulté Définitivement, davantage? définitivement. Oui, mais on l'a mentionné. On a clairement dit qu'il faut revoir certaines méthodes de communication, puis on était très clairs. Puis, tu sais, on est une famille, là. Je ne vais pas sortir de la famille parce qu'on a eu une chicane de famille. Et puis, c'est sûr qu'on continue de recevoir beaucoup de commentaires, beaucoup de colère de la part de nos concitoyens. Alors, il faut gérer ça. Et moi, je ne retire absolument rien de ce que je vous ai dit la semaine passée. Peut-être avec un petit peu moins d'émotion. Non, parce que honnêtement, moi, j'ai du travail à faire comme député de Lévis. Là. Moi, je vais travailler d'ici 2026 pour que le lien de centre-ville à centre-ville se fasse. Écoutez, pour ce qui est des enjeux de communication, de consultation à l'interne, on va garder ça à l'interne. Ça, c'est sur la forme, si je peux dire, là, la façon dont ça a été annoncé aux députés. Ils ont été ou pas mis dans le coup. Le fond, on y reviendra. M. Legault a dit, c'est ma décision, je la prends, je l'assume entièrement. Mais premier tour de table, José, je commence avec vous, sur ce caucus qui en avait long à dire à leur patron, on imagine. Là. Non, mais c'est clair. Il y a dû y avoir des questions quand même assez pénibles là, qui ont été posées au premier ministre en tout respect. Là, tout particulièrement, je pense, c'est pourquoi est-ce que cette décision-là d'annuler le tunnel autoroutier là, entre Québec et Lévis s'est prise sans eux. Et ça reste le grand mystère dans toute cette histoire-là, d'où leur incapacité à se préparer eux-mêmes à l'annonce, à préparer aussi l'opinion autour d'eux, d'où l'effet de choc la semaine dernière, et tout coule de ça ou découle de ça depuis ce temps-là. Et ça, ben, ils sont les seuls à savoir quelle a été sa réponse, évidemment. Émilie, bon, au sortir, puis on en a présenté quelques-unes, les gens disaient, bon, évidemment, on ne va pas claquer la porte de la famille, etc. Mais on sent quand même que ça a secoué profondément une certaine confiance de ce caucus de la région de Québec. Là. Tout à fait. Après, le fait que la confiance soit secouée et que personne n'envisage claquer la porte, je pense que ça en dit long, surtout sur la culture politique à la CAQ, qui est quand même un nouveau parti qu'on apprend à connaître parce qu'il est au pouvoir, mais en termes de structure militante, c'est un parti qui a été créé par François Legault comme tel. C'est un parti qui se définit surtout comme pragmatique. Il n'y a pas des clivages idéologiques extrêmement nets à l'intérieur de ce parti-là. Donc, il n'y a pas une structure militante non plus qui se compare à celle, par exemple, au niveau du Parti québécois ou de Québec solidaire du tout. Tout ça contribue à ce que, bon, c'est sûr que ça brasse, les gens veulent se parler, mais j'essaie d'imaginer si quelque chose comme ça s'était passé dans un autre parti politique, il me semble que les conséquences en termes d'action auraient été plus grandes qu'au niveau de la CAQ. Donc, c'est assez fascinant de ce point de vue-là, ce qui est en train de se passer en ce moment, pour en fait tester le contrôle que François Legault a sur son bébé, qui est finalement la CAQ. Et puis, on voit ce que ça donne. Même si les gens sont fâchés, pour l'instant, il n'y a personne qui agit au-delà d'être fâché. Parlez-en à Mme Marois, entre autres. Bon, on peut remonter à M. Lévesque pour des questions plus existentielles, mais Mme Marois, l'auditorium, l'amphithéâtre, etc. Sébastien Bovet, est-ce que M. Legault a réussi l'opération? On remet la couverte un peu là-dessus, puis on continue? Ou... Bon, ce qu'on me raconte pour la réunion en tant que telle, c'est que tout le monde, ou à peu près, s'est exprimé dans la réunion. Et essentiellement, François Legault a écouté. Éric Kerr est un des seuls à ne pas s'être exprimé. Quelqu'un me dit il est gelé. Bien, gelé dans le sens sous le choc.
incapable d'exprimer ses émotions. Donc, ça a été... Éric Kerr ne s'est pas exprimé pendant la réunion. Geneviève Guilbeault non plus, parce qu'elle est la porteuse du dossier. Et tous ceux qui se sont exprimés, selon ce que je comprends, avaient des reproches à faire. Donc, il n'y a pas eu de ton complaisant. Ça n'a pas été agressif, mais ça a été ferme envers M. Legault. Et quand, dans l'extrait que vous passez, M. Legault dit « On va garder les affaires de communication interne à l'interne », ma compréhension, c'est qu'il y a une seule chose que François Legault a admise devant ses députés de la région de Québec, c'est un problème de communication. C'est-à-dire qu'ils auraient dû être mis dans le coup plus rapidement. Les ministres auraient dû être mis dans le coup plus rapidement aussi. On aurait pu avoir une espèce de stratégie de communication un peu meilleure que celle de Geneviève Guilbeault, qui, un jour, dit c'est à cause de l'achalandage qu'on ne fait pas le projet de troisième lien autoroutier. Puis le lendemain, on apprend dans des études qu'elle est contredite par ces études qui disent qu'il ne faut pas se baser sur l'année de référence 2022. Bref, ça a été beaucoup ça, semble-t-il, les problèmes de communication, le fait que les députés n'aient pas été mis dans le coup plus rapidement et qu'ils aient été mis dans le coup devant un fait accompli. Qu'un jour, ils étaient plein gaz dans le tunnel avec M. Legault, coûte que coûte, puis que le lendemain, on fermait l'interrupteur puis on disait on ne fera juste pas le projet. Ce pont-là entre les deux était incompréhensible pour beaucoup de députés. Eh bien, pour beaucoup de Québécois aussi. Oui, Josée. Ouais. Oui, si je peux, c'est bien que le premier ministre positionne ça présumément comme un problème de communication, mais c'est plus profond que ça quand même. Si ce n'était que ça, je pense pas qu'on aurait assisté à cette espèce de blessure, hein, parce qu'on peut dire qu'il y a des ministres et il y a des élus qui sont blessés de cette expérience-là. Ça remet en question aussi le modus operandi du bureau du premier ministre et comment on gouverne à la CAQ. Alors qu'on se méfie de ses adversaires, ça va, c'est tout à fait normal dans la dynamique politique, c'est dans la nature de la bête, mais qu'on se limite à une personne, Geneviève Guilbeault, d'après ce qu'on a sait, vice-première ministre, ministre des Transports, qui, elle, était dans le secret des dieux, a participé supposément à la prise de décision. Ben ça, c'est clair que le premier ministre va devoir revoir ça. Et ça, c'est beaucoup plus profond qu'un simple problème de communication. Oui, puis dans la profondeur aussi, il y a quelqu'un qui me disait, nos commettants, nos concitoyens, quand on les rencontre, des fois, ils ne sont pas contents des décisions qu'on prend, mais là, c'est comme plus profond, plus fondamental, plus viscéral, c'est-à-dire qu'ils nous reprochent de leur avoir monté un bateau avec le troisième lien. Puis il y a un enjeu de crédibilité ici entre le député et ses concitoyens, en particulier dans la région de Québec. Bien, exactement, Émilie. Et c'est d'ailleurs... Oui. Oh, pardon. Non, mais c'est d'ailleurs l'argument... Oh, pardon. Excusez. Non, il y a un petit Allez-y. délai. Tout va bien. Émilie, c'est d'ailleurs monter un bateau, ce que reprochent même les gens qui étaient contre, en disant, vous aviez le droit de présenter un projet de troisième lien, mais il aurait peut-être fallu que vous l'étayiez davantage, parce que là, on se retrouve... Est-ce qu'on aura confiance la prochaine fois? Puis ça va m'amener tout à l'heure à l'autre extrait sur le prochain projet. Il y a des députés qui n'y croient pas beaucoup, j'ai l'impression, Émilie. Non, effectivement. Après, je pense que la réflexion plus large, je veux dire, si la ville de Québec est une des villes avec le plus de kilomètres d'autoroute per capita, je pense qu'on est seulement deuxième après Calgary, c'est parce que promettre des bouts de route pour gagner les élections, c'est la région, on a vu beaucoup de ça. Puis je pense qu'à la longue, ça vient de nourrir un cynisme. Je pense que c'est important de nommer puis de remettre dans un contexte où c'est vraiment pas le premier projet qui arrive comme ça, où les gens font des promesses pour la région, parce que c'est des comtés toujours qui sont qui peuvent passer d'une main à l'autre assez rapidement. Mais l'autre élément, je pense, qui est important pour comprendre la pression politique qui est sur les députés, c'est qu'on a dit beaucoup que le projet de troisième lien avait été porté par la Chambre de commerce de Lévis, mais c'est aussi un projet qui a été porté par les radios. Puis, ce que ça crée quand il y a une stratégie de communication qui est portée encore cette semaine, d'ailleurs, beaucoup par les radios, qui mettent aussi de la pression sur Éric Kerr, qui sont très proches d'Éric Duhaime et tout ça, ce que ça crée, c'est que les gens qui ne sont pas contents sont très, très, très vocaux. Et ça met une pression sur les élus qui est très particulière. C'est pas vrai que tout le monde dans la région de Québec est pour le troisième lien. À Québec même, particulièrement, il y a de la division. Le maire lui-même a été élu à Québec en étant pas particulièrement pour ce projet de ce projet-là. Donc, c'est pas tout le monde à Québec qui est pour ça. Mais les gens qui sont pour
sont mobilisés, notamment par cette stratégie de communication-là, et ça crée une pression politique sur les élus qui pensent peut-être que c'est tout le monde, mais ils reçoivent des courriels particulièrement fâchés sur ce projet de loi-là, comme si la vie des gens dépendait. C'est un peu sans commune mesure avec la réalité dans ce sens-là. On va écouter l'opposition en Chambre qui n'allait pas lâcher aujourd'hui ce sujet, et M. Legault, ce qui résume un peu sa décision. J'aimerais que François Legault reconnaisse que c'est une promesse qui est brisée et s'excuse aux Québécois. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, une fois que les excuses, qui est le strict minimum, soient prononcées par François Legault, ça ne change pas qu'on a perdu 5 ans pour lutter face à l'enjeu de la mobilité dans la grande région de Québec. François Legault a des questions à répondre. Maintenant, il doit s'expliquer aux Québécois et aux Québécoises parce qu'il les a menés en bateau pendant des années avec un projet insensé qui n'a jamais été rien d'autre au fond qu'un slogan. Devant un bris de contrat, le bris du contrat démocratique, à savoir que lorsqu'on prend un engagement solennellement, puis on le répète à plusieurs reprises, on ne peut pas faire exactement l'inverse. Je comprends là, qu'il y a une forte réaction dans la population, mais en même temps, en bout de ligne, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui ai pris la décision et je l'assume. Je comprends la déception, mais ma responsabilité, c'est avec les nouvelles données de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Et c'est ce que je fais, puis donc, je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Mais c'est sûr que si ça ne coûtait rien, on dirait, écoute, on va le faire. Voilà. Ce qui fait qu'on en parle autant, parce que des gens ont dit, oui, mais c'est normal que devant des faits qui changent, ils changent, mais ils étaient tellement convaincus, puis ils disaient, études ou pas études, on va y aller. C'était pas il y a 4 ans, c'était il y a 7 mois. Sébastien Bovet, lors de la campagne électorale. Et bien sûr que nous, on en a beaucoup parlé. Nous, étant les médias, on en a beaucoup parlé. Alors, ça a créé une boule de neige énorme, là. Voilà. Et le problème de François Legault dans ce dossier-là et de ses ministres, c'est qu'ils ont beau vouloir essayer d'expliquer sur la base des études, puis des études qui disent pas toujours ce qu'ils veulent exactement dire, les politiciens, la raison pour laquelle ils ont fermé l'interrupteur sur le projet. Le problème, c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être la bonne décision qu'ils prennent. Ça va coûter trop cher, les données sont pas au rendez-vous et ainsi de suite. Le problème, c'est le décalage entre ce qu'ils nous disent maintenant et ce qu'ils nous disaient avant, pas plus tard qu'en campagne électorale. On va le faire coûte que coûte. Ça va être une décision politique. On n'a pas besoin d'études. On sait qu'on en a besoin. Bien, justement, les études ont démontré, en tout cas selon le gouvernement, qu'on n'en avait pas nécessairement besoin. Et donc, c'est ce décalage-là entre le plein gaz, l'appui convaincu, sans nuance au projet il y a à peine quelques mois et la situation qu'on vit aujourd'hui, ce qui sème le doute. Est-ce que c'était juste pour avoir des votes dans la grande région de Québec qu'on a fait 2-3 élections avec ce projet-là, tout en sachant à un moment donné que ça coûterait beaucoup trop cher, puis on n'a pas osé le dire plus rapidement aux Québécois? Parce qu'on offrait l'occasion de le dire, encore une fois, en campagne, en disant oui, mais est-ce que ce ne serait pas plus prudent d'attendre les études avant de nous engager à plein gaz, etc. Bon, Émilie-Josée, conclusion sur les explications, sur le fond, donc, Josée. Bien, c'était vraiment intéressant de voir la stratégie des partis d'opposition bouger dans les derniers 48 heures quand même de manière assez importante. Alors, ils ont commencé par cibler Éric Kerr, qui est vraiment une cible facile. C'est le maillon le plus faible. C'est lui qui avait mis son siège en jeu. Il allait se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang, mais il démissionne pas. Bon, alors c'est sûr que ça en a fait une première cible là, très commode. Et pour Éric Duhaime, c'est loin d'être terminé. Il est loin d'en avoir terminé avec Éric Kerr. Mais aujourd'hui, les chefs de partis d'opposition sont allés sur un autre sujet. Là, tout à coup, ils ont visé François Legault lui-même. Et le doute a été semé, en effet, mais là, le doute envers le premier ministre, et pas sur n'importe quel plan, là, son authenticité, sa sincérité. Est-ce qu'en effet, il aurait su, avant la campagne électorale, que ce projet-là ne tenait pas debout, comme plusieurs experts, de toute manière, le disent depuis des années? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu un petit 24 heures avant de viser le premier ministre directement, et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, on va voir, évidemment, combien de temps ça peut durer. Mais M. Legault est encore très solide dans l'opinion publique. Oui, tout à fait. Et on va écouter, justement, pour faire suite à ce que vous venez de dire, un extrait
un M. Legault solide, mais vous allez vous rendre compte, quand même un peu choqué, qui répond à une question de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il avait moins envie de rire. Là. On écoute tout ça, l'échange. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que l'élection de 2022, particulièrement à Québec et dans Chaudière-Appalaches, a été faite sur la base de fausses représentations? Madame la Présidente, s'il y a une personne sur les 125 ici qui ne devrait pas poser ce genre de questions, c'est le député de Camille Lorrain. Si demain matin, il y avait une élection dans Camille Lorrain, sans vol de dépliant du PQ, est-ce que le député de Camille Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Sébastien, quand M. Legault contre-attaque comme ça, c'est qu'il est, il est touché? Il a une mauvaise journée. Puis ça a mal commencé ce matin. Il s'est fait parler dans le casque, excusez-moi l'expression, par ses députés de la région de Québec. Et ça s'est poursuivi. C'est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en doute la légitimité de l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, il y a eu un événement. Probablement que si on fait de l'analyse politique, ça a contribué à son élection, ce qui s'est passé dans sa circonscription. Mais on ne peut pas mettre en doute la légitimité de son poste de député. Et quand François Legault tombe à ce niveau-là d'attaque, quand il se fait poser une question sur le troisième lien puis qu'il répond quelque chose de totalement farfelu, c'est parce qu'il a une mauvaise journée puis parce qu'il est un peu désarçonné. Émilie. François Legault, il est à sa deuxième majorité. Je le disais tout à l'heure, il a fondé son parti, donc sur lequel il trône et sur lequel il contrôle toutes les cordes. Il a été premier ministre durant une pandémie où, en plus, il y avait pratiquement... je veux dire, on est dans les mesures d'urgence où l'opposition n'avait pas les pouvoirs qu'il avait. Et là, il se fait critiquer par son propre parti. Les gens dans une région qui votent beaucoup caquistes ne sont pas contents contre lui. Il n'a pas l'habitude. C'est pas quelqu'un qui réagit bien devant la critique. C'est quelqu'un qui a un tempérament impatient qu'on a vu déjà sur d'autres dossiers, notamment lorsqu'il était question des syndicats il y a quelques semaines dans le secteur de la santé. Donc, c'est ça qui ressort. Et c'est pas la première fois, je pense, que ça ressort, mais c'est ça qui ressort. Josée? Oui, tout à fait, mais il y a aussi ce sentiment classique des gouvernements qui sont réélus, je devrais dire des premiers ministres, de gouvernements qui sont réélus pour un deuxième mandat plus fort que le premier. On a vu ça avec René Lévesque, on a vu ça avec Robert Bourassa. On dirait qu'il y a une espèce de sentiment d'invincibilité qui les habite. Et ça devient difficile aussi. Et donc, la critique devient encore plus difficile à prendre pour eux à cause de ça. Et il faut faire attention, parce que je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à la CAQ, là, mais si on regarde ce qui s'est passé avec M. Lévesque, avec M. Bourassa, dans ce sentiment là, d'être invincible, ils ont vécu des deuxièmes mandats qui ont été assez difficiles, merci beaucoup, contrairement à leur sentiment au début du deuxième mandat, parce qu'il était plus fort que le premier. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut observer aussi ce phénomène-là. Oui. Et ça devrait allumer un petit voyant jaune aussi là, sur le tableau de bord du gouvernement. Mais il y en a à l'interne qui se demandent si cet événement-là du troisième lien n'est pas comme une première fissure dans le téflon, parce qu'il est passé à travers des crises, puis il y a bien survécu. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose de profond vis-à-vis de la crédibilité de ce gouvernement qui pourrait écorcher le téflon? Il y en a qui se posent la question. On n'a pas la réponse, mais il y en a qui se posent la question. Et ce qui illustre bien ça, c'est quand on pose la question, par exemple, à Martine Biron tout à l'heure, en lui demandant le troisième lien avec le transport en commun, Puis là, sa réponse est très claire. Elle dit, écoutez, on attend les détails, puis on verra, avant de s'engager. Contrairement à Bernard Drinville qui dit, je veux voir presque des pelles avant 2026, elle a dit, regardez, là, on attend les détails avant que moi, j'aille faire du porte-à-porte, puis promettre ça aux gens. Hein? On a eu cette impression-là, Sébastien, tout à l'heure. Là. Je sais pas si Martin, vous avez entendu. Bernard Drinville, il rejoue dans le film de « on va le faire à tout prix, puis il faut que ce soit parti en 2026 ». Va-t'en pas là, Bernard. Apprends. En tout cas, j'ai pas de conseil à lui donner, mais... Voilà. Hey, Josée, incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est l'autre clip à préserver, ça, après celui de M. Erika qui disait « Je mets mon siège en jeu, enregistrez-moi ». Très bien. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.